Appel, je suis ravie de vous accueillir à ce webinaire consacré à l'orientation post-troisième. Cette étape est cruciale dans le parcours de nos enfants et nous sommes conscients des interrogations et des enjeux qu'elle soulève. C'est pourquoi nous avons souhaité organiser cet événement en partenariat avec l'ONICEP afin de vous apporter des informations claires et des outils concrets pour accompagner au mieux vos adolescents dans leur choix d'orientation. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir mesdames Stéphanie Genot et Nathalie Lesefeu, psychologues de l'éducation nationale à l'ONICEP, qui partageront leur expertise et répondront à vos questions. Au cours de ce webinaire, nous aborderons les différentes voies possibles après la troisième, les spécificités de chaque filière, les critères à prendre en compte pour faire un choix éclairé, ainsi que les ressources et les outils mis à votre disposition par l'ONICEP. Bonsoir mesdames et bienvenue au webinaire organisé par l'Appel. Alors que beaucoup de familles se trouvent à l'heure des choix d'orientation, pouvez-vous nous expliquer quels dispositifs existent et comment ces différents dispositifs contribuent à préparer les élèves à leur choix, leur parcours scolaire et professionnel? Donc, nous allons voir ensemble une partie de l'orientation qui se trouve être la première étape, le premier palier après la troisième pour les élèves. On verra ensemble comment préparer l'orientation après la troisième. Nous ferons un focus sur la voie professionnelle. Nous verrons en détail la voie générale et technologique. Nous parlerons également de l'enseignement agricole. Et dans une deuxième partie, nous vous proposerons d'évoquer la posture en tant que parent pour accompagner vos enfants et comment parler d'orientation dans un climat serein. Et en dernier lieu, nous évoquerons donc les ressources de l'ONICEP. Alors, il existe différents dispositifs pour l'orientation en troisième qui commencent bien avant la classe de la troisième. On part pour cela des constats que l'on a observés. Donc, ils sont au nombre de 3, donc on va les évoquer aujourd'hui. Les élèves font des choix d'orientation stéréotypés. Souvent, les représentations sont genrées, c'est-à-dire que les élèves perçoivent les métiers et les formations comme réservés soit aux filles, soit aux garçons. Souvent, ils s'orientent de façon très stéréotypée, et cela dans tous les secteurs et dans toutes les régions, en fait. C'est une tendance qu'on a vérifiée déjà depuis très longtemps. Il existe aussi un déterminisme social. Les élèves ont tendance à reproduire un petit peu les habitudes en fait de leur milieu social. Souvent, lorsque un élève vient d'un milieu plutôt défavorisé, aura tendance à s'auto-censurer par rapport aux études qu'il peut faire et percevoir certaines filières comme inaccessibles, voire inadaptées en fait par rapport à leur milieu. Et le troisième constat, c'est qu'il y a une concentration des vœux sur un nombre restreint de filières et on remarque qu'il y a souvent plus de demandes que de places disponibles dans certains enseignements et certaines spécialités, notamment en voie professionnelle, où il y a des spécialités très demandées et d'autres qui sont peu choisies par les élèves. Donc, pour résoudre un petit peu ces plusieurs paradigmes de l'orientation, les enjeux, c'est quand même d'avoir une égalité des chances, hein, quel que soit le genre, le milieu social, et diversifier les choix d'orientation des élèves pour qu'ils arrivent tous à un épanouissement individuel. Alors, les dispositifs, dès la classe de 5e, on peut proposer aux élèves des activités pour découvrir les métiers, par exemple. Donc, dans le cadre du parcours à venir, il y a la découverte des métiers. 5e, 4e, 3e, les élèves peuvent faire des visites d'entreprise, rencontrer des professionnels de différents secteurs d'activité et faire des mini-stages. Il y a le stage d'observation en milieu professionnel en 3e, donc communément appelé stage de 3e. Les élèves partent une semaine en immersion dans un milieu professionnel pour découvrir un petit peu les activités professionnelles, les conditions
de travail et dans différents secteurs. Donc, l'entretien personnalisé se fait en général avec le professeur principal ou la professeure principale de l'élève. Il a pour objectif donc de faire le point sur le projet de l'élève en fonction de ses souhaits, de ses aspirations, de ses aptitudes, et aussi d'aider l'élève à formuler ses vœux d'orientation. Les dispositifs comme les cordées de la réussite, donc pour promouvoir l'ambition scolaire et la poursuite d'études, permettent aux élèves des milieux les plus défavorisés d'avoir un accompagnement personnalisé en articulant des activités collectives, d'ouverture culturelle et de découverte des métiers à un accompagnement individuel. Donc, les établissements peuvent organiser les semaines de l'orientation. Donc, ce sont des semaines thématiques, on va dire, de temps forts liés à l'orientation, où les élèves peuvent rencontrer des étudiants des établissements de l'enseignement supérieur, échanger avec des professionnels, parler aussi avec des étudiants ambassadeurs, participer à des immersions, notamment dans les lycées. Donc, ces 2 semaines se déroulent donc soit au premier trimestre en novembre-décembre et la deuxième semaine s'organise entre le mois de janvier et le mois de mars. Et à côté de ça, donc tous les temps forts comme la semaine école-entreprise, la fête de la science, les salons et forums d'orientation, et puis les journées portes ouvertes de tous les lycées qui permettent donc aux élèves d'organiser un petit peu ces choix d'orientation, de tester ses intérêts et aussi aux parents de les accompagner pour préparer les vœux d'orientation post-troisième. Donc, la classe de troisième, donc, comme vous le savez, marque la fin du parcours au collège. Donc, les élèves doivent choisir entre la voie professionnelle et la voie générale et technologique. Donc, les vœux portent sur la première année de CAP, le CAP, certificat d'aptitude professionnelle, la seconde professionnelle qui mène à un bac professionnel, ou la seconde générale et technologique avec un cas particulier pour la seconde STHR. Donc, c'est une seconde particulière qui oriente vers un bac d'hôtellerie-restauration. Donc, comme vous l'avez sous les yeux, le calendrier de l'orientation post-troisième avec différentes phases. Les vœux provisoires sont au mois de mars avec les conseils de classe du deuxième trimestre où donc les élèves et les familles donc, devront déjà se prononcer sur le choix d'orientation. Et à partir du mois de mai-juin, les vœux définitifs et les conseils de classe du troisième trimestre vont donner les décisions d'orientation. Donc là, vous voyez les voies d'orientation, donc le schéma des filières. Donc les élèves peuvent faire des passerelles, c'est-à-dire qu'il y a aussi des passerelles entre le CAP et le bac pro. Les élèves qui sont en CAP peuvent intégrer une première pro, et nous allons le voir tout à l'heure en parlant de la voie professionnelle. Mais tout est possible, c'est-à-dire que les élèves ne sont jamais bloqués dans une orientation. Il faut vous dire que les élèves qui s'orientent, que ce soit vers la voie générale et technologique ou la voie professionnelle, ont la possibilité d'obtenir un diplôme à la fin du lycée et ensuite soit de s'insérer dans la vie active, soit de poursuivre des études supérieures. Donc, on a fait une petite diapositive pour les élèves de 3e SECPA, puisque l'orientation est assez particulière. Les élèves de 3e SECPA s'orientent principalement vers le certificat d'aptitude professionnelle ou un CAP agricole. Donc, ils peuvent se former soit au lycée professionnel, donc sous statut scolaire ou par l'apprentissage, en établissement régional d'enseignement adapté pour les élèves qui ont des difficultés persistantes à l'issue de la 3e SECPA, ou dans les lycées d'enseignement adapté. Les maisons familiales et rurales sont des établissements de l'enseignement agricole privés et ils proposent également des formations en CAP. Et les centres de formation d'apprentis donc, sont gérés par les chambres des métiers et les chambres de commerce et peuvent proposer aussi des CAP. Donc, ce sont les mêmes diplômes que les élèves préparent, sauf qu'ils sont en apprentissage, donc ils signent un contrat avec un employeur. Certains élèves peuvent préparer également un bac professionnel en fonction de leur profil et de leur projet professionnel.
Là, on va vous parler de la classe de troisième prépa seconde. De la classe de prépa seconde. Alors, pour les élèves qui n'ont pas obtenu leur diplôme national du brevet, mais qui ont eu une décision d'orientation en seconde, que ce soit en seconde professionnelle ou en seconde générale et technologique. Donc, ça ne concerne pas les élèves qui souhaitent entrer en CAP. Donc, pour ces élèves-là, sur la base du volontariat, ils peuvent entrer en classe de prépa seconde. Donc, à la rentrée 2024, chaque département a au moins une classe de prépa seconde. Donc, pour être admis, il faut donc être volontaire, être motivé et donc avoir échoué au DNB. Le programme, donc, c'est un programme particulier, hein, ce n'est pas une classe de seconde. Donc, il y a un emploi du temps en particulier avec des périodes de stage aussi en entreprise et un suivi individualisé. Et les élèves ensuite réintègrent la classe de seconde professionnelle ou la classe de seconde générale et technologique pour laquelle ils avaient été affectés donc avant l'examen du DNB. Donc, vous avez à chaque fois sur les diapos un dossier ONICEP qui vous renvoie directement vers les informations sur la thématique ici, la prépa seconde. Voilà, et nous allons maintenant faire un petit point sur le DNB. Donc, le diplôme national du brevet, avec une évaluation du socle commun en contrôle continu. Donc, les élèves doivent obtenir 400 points sur les 800 pour obtenir le DNB. Donc, cette année, il y aura des notes qui seront comptabilisées de façon séparée pour l'épreuve d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique. Il y a aussi une autre nouveauté, c'est la mention très bien avec félicitations du jury pour les élèves qui ont un dossier exemplaire. Donc, vous voyez, ici, on a repris un petit peu les épreuves finales, donc le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, les sciences et un oral. On a quelques questions qui arrivent. Est-il possible de faire de la restauration en voie générale? On va y revenir. Le fameux STHR, c'est un bac technologique dans l'hôtellerie et la restauration, le STHR, sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, vraiment faire de l'hôtellerie et de la restauration, c'est soit en bac technologique, soit en bac professionnel, mais pas en bac général. Ce qui n'empêche pas après, pour un un élève qui a fait un bac général, de faire une année de mise à niveau pour après intégrer un BTS dans le domaine de l'hôtellerie ou de la restauration. Mais il n'y a pas de bac général associé à la restauration. Quel est l'avantage de la classe prépa seconde par rapport à un redoublement? C'est une question qui revient. Alors, la classe de prépa seconde sert aussi à tester son choix d'orientation, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment la seconde générale et technologique ou la seconde professionnelle, en fait. Ça permet aux élèves d'être accompagnés, en fait, pour leur orientation, d'avoir un effectif réduit, donc de combler des lacunes, puisque ce sont des élèves qui n'ont pas obtenu leur DNB, mais c'est vraiment sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'on n'impose pas la classe de prépa seconde. Si l'élève souhaite aller en seconde malgré son échec au DNB, il n'y a pas de... Enfin, le DNB n'est pas obligatoire pour passer en seconde, donc pour l'instant, voilà, la classe de prépa seconde, c'est vraiment pour des élèves qui seraient fragiles et qui voudraient vraiment avoir un accompagnement plus individualisé. Et après, c'est comment l'élève vit entre peut-être passer en seconde générale et technologique ou en seconde pro de manière fragile, puisqu'il n'a pas eu son DNB, et donc en toute logique, c'est que sur le contrôle continu, les résultats étaient assez faibles. Et comment il vit entre un redoublement et quand même aller vers une prépa seconde qui n'est pas la même chose que d'être en collège, en troisième, en redoublant.
Dans le schéma des filières, il y a une question à propos de la slide numéro 4. Je ne vois pas, la question est, je ne vois pas de passage possible de la filière professionnelle à la filière générale et technologique, et inversement. Est-ce que vous pouvez expliquer si c'est possible ou pas de passer donc de la filière professionnelle à la filière générale et technologique, et inversement? Alors, il y a des passerelles, mais c'est au cas par cas. C'est-à-dire que ce ne sont pas des passages, on va dire, tout tracés. C'est vraiment en fonction des dossiers, du projet de l'élève, il y a des passerelles qui existent. C'est-à-dire un élève, par exemple, qui est allé en seconde professionnelle et après qui se rend compte qu'il souhaite faire des études supérieures, on peut envisager un passage en première technologique, par exemple, si, le dossier de l'élève, a les compétences, les capacités, nécessaires pour suivre, une première technologique, par exemple. Et inversement, oui, il y a des passerelles aussi, de la seconde générale et technologique, vers, la première professionnelle. Merci beaucoup. Du coup, on va attaquer sur la voie professionnelle. En quoi consiste la voie professionnelle et quelles sont les différentes possibilités de poursuite qui peuvent s'offrir aux élèves qui en auraient la possibilité et l'envie? Donc, la voie professionnelle, elle permet d'acquérir des compétences. Alors, elle est souvent décriée, elle est malheureusement parfois une orientation par défaut, mais pourtant, elle permet vraiment de faire un beau parcours professionnel. Notamment, il y a vraiment une volonté de transformer la voie professionnelle depuis 2018 avec des parcours d'excellence en lien avec vraiment des campus, des métiers et des qualifications, des labels donnés à des lycées des métiers. On peut aussi nommer tout ce qui est compagnons du devoir, les World Skills, qui mettent en avant l'expertise professionnelle qu'un élève acquiert dans la voie professionnelle. Alors, en voie professionnelle, hein, en seconde professionnelle ou en première année de CAP, les élèves sont également accompagnés d'un point de vue orientation avec des entretiens personnalisés et également des heures d'accompagnement personnalisé tout au long de l'année. Alors, qu'est-ce que c'est que la voie professionnelle? Ben, les enseignements professionnels, c'est la pratique en atelier ou en entreprise où on apprend un métier manuel. Euh, L'idée, c'est vraiment d'apprendre un métier euh, en atelier en lycée, on verra aussi en apprentissage, mais avec des stages en entreprise pour être au cœur même de ce qu'attendent les futurs employeurs professionnels. Mais il y a également des enseignements généraux comme au collège, donc l'élève aura également encore du français, des maths, de l'histoire géo, des langues, mais ces enseignements sont abordés de manière plus concrète et souvent en relation avec le domaine professionnel et l'entreprise visée. Donc, on peut avoir des co-interventions en lycée professionnel, c'est-à-dire que, par exemple, le professeur de la spécialité professionnelle peut intervenir lors d'un cours avec le professeur de mathématiques ou de français pour montrer par l'exemple l'enseignement général de manière concrète. Et puis, la voie professionnelle privilégie beaucoup le travail en équipe avec des projets collectifs, artistiques, professionnels, sportifs ou autres et qui permettent d'intéresser les élèves, de favoriser le travail en petits groupes. On peut réaliser un chef-d'œuvre, la création d'une mini-entreprise, la participation à un concours. Et les évaluations se font ce qu'on appelle en CCF, contrôle en cours de formation, avec également des examens en fin de cursus. Voilà. Donc, et puis, il y a des stages. Et dans ces stages, une évaluation est faite qui est prise en compte pour la certification. Voilà, depuis tout Mmh. à l'heure, Nathalie ou moi, on vous parle de faire un diplôme en voie professionnelle, hein, donc le CAP ou le bac pro, soit en format scolaire, soit en apprentissage. Donc, en statut scolaire, l'élève, il est en lycée professionnel, il a le statut d'élève, il a les vacances scolaires, il est comme au collège ou comme s'il était lycéen en seconde générale et technologique. En apprentissage, il est soumis à un contrat de travail et du coup, il est au sein d'une entreprise ou avec un patron. Donc ça peut avoir des avantages. Il n'y a pas de bon et de bonnes choses. Chaque entrée, l'apprentissage ou le statut scolaire
a des avantages et des inconvénients et correspond plus ou moins à l'élève en fonction de où il en est. Donc l'apprentissage, on est avec un patron, on est en alternance, si vous voulez. Donc aussi bien avec un patron et une entreprise, et également en centre de formation d'apprentis ou en unité de formation par apprentissage en lycée. On apprend les cours généraux en centre de formation des apprentis et toute la partie professionnelle est apprise en entreprise. L'avantage, c'est qu'on est rémunéré, c'est qu'on voit vraiment le monde de l'entreprise tout de suite. Donc pour certains élèves, on sort du système scolaire et il faut par contre trouver le patron. Et puis, il faut être sûr que l'entreprise tienne sur les 2 ou 3 années de formation du CAP ou du bac pro. Et il faut également avoir la garantie que l'entreprise forme de la bonne façon l'élève à son baccalauréat ou à son CAP. Mais par contre, l'élève fait exactement le même diplôme sous statut scolaire que par apprentissage. Et parfois, sous statut scolaire, eh ben, c'est parfois un petit peu trop scolaire, trop studieux. Par contre, l'élève a la garantie de l'enseignement et d'aller au bout de sa formation. Et il n'est pas soumis au même rythme. Le rythme reste peut-être plus studieux, mais peut-être moins soutenu qu'en apprentissage où l'élève n'a plus les vacances scolaires, par exemple. Vous avez là le dossier de l'ONISEP qui est repris, que vous avez également, qui répond à toutes les questions et donne des conseils pour obtenir un contrat d'apprentissage, parce que en apprentissage, c'est à l'élève et à la famille de trouver l'entreprise ou le patron. Donc le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, c'est le premier niveau de qualification. Il se fait en 2 ans, que ce soit sous statut scolaire ou en apprentissage. Il existe environ 200 spécialités et il prépare à un métier précis. Beaucoup de domaines et de métiers recrutent au niveau du CAP, que ce soit de la maintenance automobile, dans le BTP, dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, de l'alimentation, les métiers aussi des services à la personne ou de l'artisanat d'art. Beaucoup de métiers offrent de l'emploi dès le CAP. Donc, il y a un test de positionnement en français et en mathématiques à l'entrée en CAP. Il y a des stages au cours des 2 années. On peut poursuivre en CAP par un brevet professionnel. Voire on peut, comme le premier schéma qu'on vous a montré, il peut y avoir une passerelle en première année de bac pro ou en terminale, et ensuite en terminale bac pro, à condition de rester généralement, mais là aussi au cas par cas, ça peut être différent, dans le même champ professionnel que le CAP. Mais il est possible de changer en bac professionnel en fonction. Il faut aussi avoir le point de vigilance, c'est comme le CAP dure 2 ans. Certains jeunes rentrent en CAP à 15 ans et en sortent du coup à 17 ans. Et parfois, l'emploi est plus difficile tant qu'on n'est pas majeur. Donc il faut en tenir compte. Il ne faut pas non plus oublier, comme Nathalie vous l'a présenté, que certains CAP sont réservés aux élèves de SECPA avec, quand on parle d'affectation, un bonus de points ou en tout cas des places réservées aux élèves sortant de SECPA. Je propose qu'on passe à la diapo suivante sur le bac professionnel. Donc le bac professionnel, également en 3 ans, sous statut scolaire ou en apprentissage, environ là 119 spécialités. On est plus sur un champ professionnel que sur un métier précis. Et l'idée, c'est de plus en plus, pour permettre à l'élève d'affiner ses choix, l'organisation s'est faite en famille de métiers sur l'année de la seconde professionnelle pour permettre à l'élève de tester un petit peu dans la famille professionnelle plusieurs bacs professionnels auxquels il aurait accès après en première et en terminale professionnelle, afin de voir celui qui lui correspondrait le plus. Parce que souvent, en voie professionnelle, les jeunes ont une représentation du métier qu'ils vont apprendre qui ne correspond pas toujours tout à fait à la réalité. Donc, le choix se fait à la fin de la seconde professionnelle, avec parfois des problématiques de place, mais en tout cas, une possibilité de découvrir une famille de métiers en seconde professionnelle. Il y a également des stages sur les 3 années de bac professionnel. Et surtout, il y a une poursuite d'études qui se fait essentiellement en BTS, en brevet de technicien supérieur. Et aujourd'hui, on
beaucoup d'élèves de bac professionnel poursuivent sur les 2 années de BTS. Et en tout cas, on a les 6 semaines, les 6 dernières semaines du bac professionnel, l'élève a un choix à faire entre refaire un stage parce qu'il souhaite s'insérer professionnellement tout de suite après son bac professionnel, ce qui est possible, ou alors à faire un module qui lui permet de préparer son entrée en BTS. Justement, à propos des employeurs, mon enfant souhaiterait faire un CAP. Est-ce que, il y a un délai pour trouver un employeur? Comment ça se passe pour la rentrée s'il n'a pas trouvé quelqu'un alors qu'il est vraiment motivé à faire ce CAP? Alors aujourd'hui, on peut rentrer en apprentissage officiellement tout au long de l'année. C'est les textes. Il est par contre parfois plus difficile au niveau du centre de formation des apprentis de prendre vraiment trop tardivement dans l'année. Mais généralement, quand même, jusqu'en novembre, alors c'est au cas par cas, mais quand même généralement jusqu'au premier trimestre, l'entrée en apprentissage est possible, sachant que dans ces cas-là, il est important de prendre contact avec le centre de formation des apprentis pour que l'élève puisse au moins déjà assister, quand le CFA l'accepte, assister aux cours généraux. Merci. Et dans ce cas-là, juste pour préciser, l'élève peut aussi faire une demande en CAP au lycée Oui. si il n'a pas d'employeur. Comme ça, au moins, il est sûr de préparer son diplôme voilà, au lycée. Parfait, merci beaucoup. Et autre question, donc sur le modèle de la classe de la prépa seconde, existe-t-il un dispositif permettant à un élève qui aurait obtenu le DNP mais qui serait orienté en fin de troisième vers la voie professionnelle par le conseil de classe en raison d'une insuffisance des acquis, de renforcer ses acquis dans l'objectif d'intégrer la voie choisie en seconde générale ou en seconde technologique? Alors, c'est une seconde générale et technologique. Et il n'y existe pas de dispositif comme la prépa seconde qui pourrait permettre à l'élève d'intégrer une seconde générale et technologique. La décision d'orientation du chef d'établissement, donc au 3e trimestre, le conseil de classe, donne une décision et s'il y a un désaccord entre le choix de l'élève et sa famille et la décision d'orientation, il y a une phase de dialogue. Et à ce moment, on peut évoquer justement soit de donner la décision à l'élève et sa famille ou de maintenir donc la décision d'orientation du chef d'établissement. Donc, mais ce cas-là se présente vraiment s'il n'y a pas eu d'accompagnement tout au long de l'année. En règle générale, les familles, les élèves comprennent que la décision est pour le bien de l'élève. C'est-à-dire, on ne peut pas proposer une voie professionnelle à un élève qui voilà, n'aurait pas un profil pour la voie professionnelle. Et inversement, on ne peut pas proposer une seconde générale et technologique à un élève qui n'aurait pas le profil de la seconde générale et technologique. Si la décision est prise dans ce cadre-là, c'est vraiment parce qu'on a étudié le dossier de l'élève et ses capacités tout au long du collège et on a pris la meilleure décision pour l'élève. Et c'est un dialogue qui est mené déjà bien avant le conseil de classe du 3e trimestre avec l'élève et sa famille. Oui, dès le second trimestre, en toute logique. Oui. Mmh. On a beaucoup de questions autour de la troisième prépa pro. Est-ce qu'on peut un petit peu en parler ou vous souhaitez en parler après? Non, on peut en Non, parler. on peut en parler là. Je vous écoute. En fait, du Alors coup, les parents se demandent en fait ce que c'est et où est-ce que ça peut mener l'enfant. alors la 3e prépa métier, parce qu'avant c'était 3e prépa pro, maintenant c'est 3e prépa métier, c'est une classe de 3e qui est souvent hébergée dans un lycée qui permet aux élèves déjà d'être sur des ateliers professionnels et donc de tester des choix professionnels. Ce sont des élèves intéressés par la voie professionnelle et qui souhaitent intégrer soit un bac professionnel, soit un CAP en lycée. Donc les élèves passent après le DNB, hein, comme tous les élèves de 3e. Ils passent le DNB série professionnelle et ils ont aussi des stages en entreprise, plusieurs périodes de stage pendant l'année
C'est un effectif réduit avec un accompagnement individualisé. Donc, ça permet aux élèves un petit peu de tester leur centre d'intérêt pour bien choisir après la troisième pour entrer en filière professionnelle. Donc, c'est vraiment pour des élèves qui ont déjà un projet, pas pour des élèves qui souhaitent juste quitter le collège. Le plus souvent, comme c'est dans un lycée, donc les élèves demandent la prépa métier pour quitter le collège. Souvent, on réserve les places à des élèves qui ont déjà fait une démarche par rapport à un projet vers la voie professionnelle et qui ont peut-être des difficultés pour passer la classe de troisième dans le collège. Oui, Et c'est pour pour ça. rebondir, pardon. Non, j'allais juste préciser que c'est pour ça que parfois on préconise que l'élève en quatrième puisse faire un stage, ne serait-ce que de quelques jours, soit en lycée professionnel, soit si jamais, en tout cas, qui montre son intérêt pour le domaine professionnel. Et ça joue beaucoup sur les dossiers pour entrer en troisième prépa métier. Et justement, pour rebondir par rapport au stage, au sein de la prépa métier, est-ce que l'enfant, donc les stages qu'il est amené à faire, peut le faire dans différents types de corps de métier, justement, pour voir où s'orienter après, où il Oui. doit déjà avoir vraiment bien défini son projet à la rentrée? Non, tout à fait. C'est vraiment pour tester les centres d'intérêt de l'élève, ses goûts, pour tester un petit peu différents champs professionnels. Donc, oui, il peut très bien se retrouver, par exemple, dans un lycée qui prépare à des diplômes de la construction, du bâtiment, et l'élève fait ses stages dans des entreprises de commerce, par exemple. Donc, commerce, petite enfance, voilà. Ça peut être très varié et ça n'engage pas l'élève déjà à se tourner vers les filières que le lycée va proposer. Ouais. Tout à fait. Oui, on va aborder la voie générale et technologique. Voilà. Donc, on est bien sur une seconde générale et technologique. Il n'y a pas de seconde générale et à côté une seconde technologique. On est bien vraiment sur une même classe en lycée général et technologique. Et c'est une classe qui permet d'acquérir une culture générale commune et découvrir de nouvelles disciplines et de permettre à l'élève de faire un choix ensuite vers un bac général ou vers un bac technologique. Les deux bacs nécessitent une poursuite d'études, c'est-à-dire qu'après un CAP ou un bac professionnel, si l'élève le souhaite, il peut aller travailler. Après un bac technologique ou un bac général, en toute logique, l'élève n'a pas suffisamment de bagages précis en termes de compétences professionnelles que pourrait apprécier un employeur pour aller travailler. Donc, on a aussi un test de positionnement qui a lieu en début d'année de seconde générale et technologique pour connaître les acquis et les besoins des élèves en français et en mathématiques. Et l'élève bénéficie d'heures d'accompagnement personnalisées en fonction de ses résultats à ces deux matières. Il y a également un accompagnement à l'orientation personnalisée qui est proposé pendant 54 heures par an en toute logique. Et parfois, on l'a dit tout à l'heure, si jamais il y avait besoin, l'élève, à la fin de sa seconde générale et technologique, peut, s'il ne souhaite pas poursuivre en première technologique ou en première générale, euh, être réorienté, puisque ce n'est pas une orientation, je veux dire, une voie classique d'orientation peut être réorientée en seconde professionnelle ou en première professionnelle. Tout élève en seconde générale et technologique, vous le voyez à l'écran, aura les enseignements que vous voyez sur le tableau de gauche. Donc, il aura du français, l'histoire géo, des langues. Il va découvrir une nouvelle matière que sont les sciences économiques et sociales et également le SNT, les sciences numériques et la technologie. À cela, il peut ajouter ce qu'on appelle des options, et c'est ce que vous voyez sur les tableaux de droite. Donc, soit des options plus portées vers l'enseignement général, donc qui sont généralement, qui durent 3 heures de manière hebdomadaire, qui n'existent pas dans tous les lycées. Hein, donc, langue et culture de l'Antiquité, latin ou grec, langue vivante, une troisième langue vivante, des arts, d'éducation physique et sportive, l'art du cirque qui existe dans peu d'établissements, ou de l'écologie, de l'agronomie, des territoires et développement durable qui a lieu en lycée agricole. Ou, là aussi, si le lycée le propose, un enseignement plus porté vers une poursuite en première et terminale technologique, avec l'idée d'essayer
1 heure et demie par semaine, ce que peut être les enseignements qu'il aura de manière future dans le bac technologique qui reprend un petit peu ce que proposent les 8 bacs technologiques. Donc le management et la gestion, santé sociale, biotechnologie, sciences et laboratoire. Je ne vais pas tous vous les lire, mais voilà. Il y a un enseignement commun et une possibilité d'options qui ne sont pas obligatoirement à prendre. Vous avez le dossier de l'ONICEP sur la seconde générale et technologique, et puis vous avez le site Horizon 21 qui permet un petit peu de réfléchir aux différents types de baccalauréat, et également, on va le voir tout de suite après, aux différents enseignements de spécialité pour aider à choisir l'élève en toute connaissance de cause, le baccalauréat qu'il va faire. On peut passer à la diapo suivante. Donc, en voie générale, à la fin de la seconde, générale et technologique, l'élève va devoir choisir des enseignements de spécialité au choix. Il doit en choisir 3 en première, et sur les 3 qu'il choisit en première, il ne pourra en garder que 2 en terminale. Et il n'est pas possible, ou en tout cas à de très très rares exceptions, de changer d'enseignement de spécialité entre la première et la terminale. C'est-à-dire que les 3 choisis à la fin de la seconde sont ceux qui garderont en première, et puis que 2 parmi les 3 en terminale. Il faut aussi savoir que tous les établissements ne proposent pas tous les enseignements de spécialité. Par rapport au bac technologique, on vous les a présentés là. Ce sont les 8 bacs technologiques. Vous avez sciences et technologies et techniques, pardon, du théâtre, de la musique et de la danse, souvent en lien avec des auditions au conservatoire pour avoir le niveau requis, puisque ce bac technologique, S2TMD, se fait en partenariat avec les conservatoires souvent régionaux au sein d'une ville et dans certains lycées. ST2S, c'est sciences et technologies de la santé et du social, tout ce qui est tourné vers le paramédical, l'aide à la personne et le sens social éducatif. STAV, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant dans les lycées agricoles, tout ce qui touche au monde de l'agronomie, de la terre, du vivant. STD2A, sciences et technologies du design et des arts appliqués, également que dans certains établissements, tout ce qui touche au domaine des arts au sens culturel du terme. STHR, sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration, c'est ce bac technologique-là qui propose une seconde spécifique c'est-à-dire, voilà, en toute logique, pour l'intégrer, il faut y aller dès la seconde. Certains lycées proposent quand même un temps de passerelle en première, mais en toute logique, l'élève doit l'avoir choisi à la fin de sa troisième pour l'intégrer dès la seconde. Le bac technologique STI2D, sciences et technologies de l'industrie du développement durable, un bac autour de tout ce qui est du développement industriel dans le domaine du développement, pardon, et sciences et technologies de laboratoire, tout ce qui touche à la biotechnologie et à la physique-chimie de laboratoire, et également le dernier des 8, le bac STMG, sciences et technologies du management et de la gestion. Le plus tertiaire des bacs technologiques. Alors, une question déjà toute simple, mais comment savoir quelle option existe dans le lycée d'affectation? Alors, sur le site de l'ONICEP, il y a moyen de le voir. Sur l'atlas des formations, ou en tout cas en faisant une recherche par rapport au type et à l'établissement. Donc voilà. On peut également demander au service académique. Voilà. Oui, au service académique. Voilà. Ils savent les CIO également, savent et puis spécialités. Voilà. Généralement, vous avez une brochure fournie par les conseils régionaux qui proposent une brochure sur l'après-troisième qui reprennent toutes les offres de formation au niveau lycée de la région, avec tout le détail généralement justement des formations et des enseignements de spécialité.
Et justement, par rapport à ces options, en fait, on a pas mal de questions sur des profils particuliers. Mon enfant veut faire une école d'ingénieur, mon enfant veut faire une classe un peu plus sport. Est-ce qu'il y a une documentation qui existe de l'ONICEP qui peut justement aider les parents dans les choix de spécialité, dans les bonnes combinaisons d'options et d'enseignement de spécialité, ou Et trouver l'information? c'est le site Horizon 21, c'est également Alors ça, c'est vraiment pour le choix. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il faut aussi voir avec l'établissement visé les fameuses triplettes, parce que dans certains établissements, on peut avoir plusieurs enseignements de spécialité, mais toutes ne sont pas combinables, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire que parfois, on va pouvoir combiner 3 enseignements de spécialité plus scientifiques, mais pas en prendre 2 scientifiques avec un très artistique, par exemple. Donc ça, il faut le demander auprès de chaque établissement, d'où l'intérêt d'assister aux portes ouvertes et de se renseigner. Une question aussi toute simple, la prépa seconde permet-elle après de réintégrer une filière générale et technologique? Et on a aussi des questions, il y a des lycées qui proposent des secondes de mise à niveau. Est-ce que c'est la même chose que la prépa seconde ou non? Alors, la prépa seconde, c'est un dispositif vraiment particulier, réservé aux élèves qui ont échoué au DNB. Il existe une prépa seconde par département, avec un effectif réduit. Mais ce sont des élèves qui ont obtenu une décision d'orientation, soit en seconde professionnelle, soit en seconde générale et technologique. Donc les 2 cas de figure, c'est pas réservé aux élèves de la voie professionnelle. Et certains établissements proposent, des classes, on va dire, de remise à niveau qui ne sont pas, des prépas secondes. Donc c'est pas tout à fait le même programme. Il faut vraiment se renseigner au niveau des établissements et demander, quels sont les objectifs de la classe, si l'élève repasse son DNB et aussi, est-ce que l'élève, après, peut continuer en première? C'est Mm. surtout ça. Mais en toute logique, dans les classes prépa seconde, si le conseil de classe du 3e trimestre a donné l'autorisation à l'élève de passer en seconde générale et technologique, et pour une raison ou pour une autre, il échoue à son DNB, l'élève, s'il le souhaite, peut aller en classe de prépa seconde et après, il a sa place en classe de seconde générale et technologique. Mais c'est sur la base du volontariat, c'est-à-dire Mais c'est qu'un sur la élève base du qui a volontariat, tout échoué à au fait. DNB peut très Mm. bien entrer en seconde générale technologique ou en seconde pro sans passer par la prépa seconde. Alors, nous avons des parents qui sont déjà prévoyants, parce qu'ils parlent déjà de Parcoursup. Vu l'importance des spécialités pour Parcoursup, comment savoir si l'orientation choisie offre des chances sur la filière Parcoursup visée? Est-ce que déjà, dès le poste troisième, on peut avoir l'information? Oui, alors, bon, déjà peut-être parce que je ne l'ai pas dit et je m'en excuse, le bac général, alors les 2 bacs technologique et général demandent une poursuite d'études. En toute logique, le bac général plus sur ce qu'on appelle des études longues, donc licence universitaire ou des classes préparatoires aux grandes écoles. Dans le schéma, hein, on peut bien sûr quand même faire un BUT, un bachelor universitaire technologique, voire un BTS, ou de faire toute autre chose sur des écoles spécialisées, écoles d'ingénieurs ou autres. Et les bacs technologiques ont une orientation post-bac plus ciblée sur les BUT, donc les fameux bachelors universitaires technologiques. Après, c'est sûr que on a l'impression que dès la troisième, il faudrait choisir déjà l'enseignement de spécialité. Mais laissons l'élève vivre son année de seconde générale et technologique, de s'acclimater au lycée, peut-être d'affiner son choix d'orientation, de formation, de métier futur. Et le constat quand même depuis Parcoursup qu'on a depuis plusieurs années, c'est que les formations post-bac, alors je ne vais pas dire ne ciblent pas en fonction des enseignements de spécialité, parce que ça serait faux cible, mais acceptent vraiment une plus grande variété que du temps des fameux bacs L, ES et S, parce qu'on parle de compétences et on parle vraiment d'apport en culture générale que propose tout bac général et tout enseignement de spécialité au sein du bac général. Donc, à quelques formations très spécifiques qui nécessitent quand même un enseignement de spécialité scientifique, je veux dire, aujourd'hui, le fait d'avoir pris un enseignement de spécialité ouvert sur AGGSP, hein, le monde géopolitique ou autre, ou sur le domaine de l'art ou autre, apporte quand même des compétences qui sont valorisées dans l'enseignement supérieur, quelle que soit la filière.
Et puis, il ne faut pas oublier que les enseignements de spécialité ont un gros coefficient au bac, puisqu'ils sont coef 16 sur les 2 gardés dans l'année de terminale, et que au-delà de ce que pourrait imposer ou qu'on pourrait penser être imposé par une filière post-bac, tel enseignement de spécialité, il faut déjà que l'élève s'y plaise, s'y épanouisse, et une certaine appétence pour la matière ou la discipline et réussisse, parce que avant Parcoursup, il faut obtenir son bac. Je ne sais pas si tu veux compléter, Nathalie, mais Oui, oui, enfin, tu l'as très bien expliqué et nous voulons quand même rassurer les parents pour dire que Parcoursup, c'est pas non plus enfin, la montagne qu'on se fait, c'est pas l'Himalaya, quoi. Enfin, je sais pas, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de Parcoursup, mais peut-être, ouais, comme Stéphanie l'a dit, laisser l'élève faire son chemin, faire son parcours au lycée avant de lui imposer déjà des pré-choix, des choix prédéfinis qu'on va après confirmer en seconde. il y Puis a un alors moi, véritable, je... pardon. Pardon. Non, il y a un véritable accompagnement qui est fait quand même au lycée pour justement aider l'élève je veux dire, à se projeter sur ce que pourrait nécessiter Parcoursup, à différents choix d'orientation et donc d'enseignement de spécialité s'il va en bac général pour faire un choix le plus éclairé possible. Donc, je crois que vraiment, la préoccupation, elle peut venir de l'année de seconde et pas l'année de troisième. Puis alors moi, je compléterai vos propos sur le fait que l'appel travaille beaucoup avec Monsieur Teilhard, justement autour de Parcoursup. On propose des webinaires, donc même les parents de troisième y ont accès puisqu'ils sont disponibles en replay sur le site de l'appel. Et je pense que c'est important justement d'aller les voir, peut-être même en amont, effectivement. Quand on regarde ce webinaire, j'imagine qu'on est souvent parents d'élèves de troisième. Mais justement, ça répond déjà à quelques questions qui ont été posées. Donc, je pense que ça peut même être intéressant déjà d'aller les visionner pour se rassurer aussi. Il y a encore des questions justement autour de la seconde, enfin du bac, baccalauréat général et technologique. En fait, quelle est la différence entre un général et un technologique, si tant est qu'il y en ait une, puisqu'à la fin, on voit qu'à partir de la première, on a des options un peu plus générales, un peu plus technologiques. Est-ce que à la fin, Oui. on a un meilleur taux de réussite d'accès aux écoles d'ingénieurs si on fait plutôt une voie générale, plutôt une voie technologique? Enfin, voilà. Quelle est la plus-value de l'une ou de l'autre, si tant est qu'il y en ait une? Voilà, c'est la question que Alors, posent nos parents. oui, oui, tout à fait. Ce sont des formations ben, totalement différentes, mais quand même différentes, chacune permettant vraiment une réussite post-bac, si on reparle des écoles d'ingénieurs, de manière tout à fait forte et importante. La voie générale, on est vraiment sur d'enseignements théoriques, abstraits, où on va demander de beaucoup rédiger, de beaucoup savoir s'exprimer par écrit, réfléchir, commenter. Donc, il faut quand même une certaine maîtrise, si vous voulez, de la langue française, d'analyse et manipuler des concepts abstraits. Alors, quand je le dis comme ça donne peut-être pas très envie, mais je veux dire, on est vraiment sur une partie assez théorique, assez abstraite. La voie technologique, on est quand même déjà sur un grand domaine plus spécialisé, mais surtout on part du concret, on est sur des phénomènes un petit peu plus ancrés dans la vie quotidienne pour aboutir à la théorie et au concept, si vous voulez. On part d'expériences concrètes du quotidien pour aboutir à la théorie, au concept. Mais on a un même niveau, si vous voulez, d'exigence, notamment dans les matières scientifiques, puisque c'est parfois le grand questionnement autour de ces baccalauréats-là. Et il ne faut pas oublier qu'on a des classes préparatoires aux grandes écoles spécifiques pour les bacs technologiques qui ouvrent de grands débouchés pour après les écoles d'ingénieurs et de vrais parcours de réussite et d'excellence. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, un bon ou un mauvais bac général ou technologique. Il y a l'appétence de l'élève à manipuler des concepts abstraits ou avoir plutôt besoin de partir d'un concret, d'un objet du quotidien réel qu'il puisse manipuler pour aboutir après à la théorie.
Et une fois de plus, c'est là où l'élève va le plus s'épanouir et réussir qu'il obtiendra la meilleure poursuite d'études et le plus de choix sur Parcoursup post-bac. Et donc, vouloir absolument que son enfant fasse un bac général de manière vraiment imposée quelque part, parce qu'on pense que s'il prend les 3 enseignements de spécialité scientifique, il aura toutes ses chances. On l'a quand même entendu pendant des années et des années. On l'entend encore. Ben, ce n'est pas toujours vrai parce que un dossier Parcoursup d'un bac général ayant voilà, réussi de manière moyenne à 10, 11, 12 pourra être tout à fait reçu au niveau de Parcoursup et des commissions de sélection des différentes formations post-bac après un bac technologique réussi brillamment, mais à 14, 15 ou 16, dans des domaines ciblés. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir avec son enfant ce qui est le plus facile de travailler, là où il est le plus à l'aise, là où il a le plus envie de fournir l'effort quand même que nécessite un travail scolaire. Une question justement, retour sur la seconde. Mon enfant donc suit le tronc commun, il prend ses options, mais est-ce qu'en cours d'année, il peut changer ou c'est définitif? Et à partir du moment où il a pris l'option, il doit la suivre toute l'année. Alors, généralement, les établissements scolaires aiment bien que quand même l'option prise en début d'année soit gardée toute l'année et l'arrêt de l'option doit se faire à titre exceptionnel, justifié par les parents avec des critères définis par l'établissement. Donc, je ne pourrais pas répondre au nom de tous les établissements, mais en toute logique, l'idée, c'est de garder l'option toute l'année. Ce qui m'arrive peut-être et ce qui peut être peut-être rassurant pour les parents, c'est de se dire en début d'année, mon enfant arrive au lycée, prend une option et se rend compte qu'au final, le passage en seconde générale technologique est un cran un petit peu difficile et donc les 3 heures d'option ou l'heure et demie d'option supplémentaire impactent le temps de travail sur le tronc commun de la seconde générale technologique. Et là, en discussion avec l'établissement scolaire, l'option, il est possible peut-être de l'arrêter, mais c'est vraiment une discussion au cas par cas. En toute logique, on s'engage sur l'année. Et une dernière question avant de continuer. Peut-on changer de lycée général entre la seconde et la première ou entre la première et la terminale si le lycée où est scolarisé l'élève ne propose pas une option ou une combinaison de spécialités qu'il aimerait suivre? Alors, j'ai pas tout entendu de la question, je suis désolée. Alors, c'est est-ce qu'on peut changer de lycée en fonction de ce qui Oui, est... en fonction des options et des combinaisons de spécialités. Parce que comme vous Alors, l'avez dit tout à l'heure, tous les lycées ne font pas toutes les spécialités, il y a des enseignements de spécialité. Donc comment faire? Est-ce qu'il est possible? C'est tout. au niveau des enseignements de spécialité, oui, bien sûr. Alors, il va falloir distinguer si après l'élève poursuit dans l'enseignement privé. Et là, du coup, si vous voulez, la famille choisit en fonction des spécialités et des options fournies par l'établissement et voilà, se renseigne auprès de l'établissement et du dossier d'élève pour voir s'il peut être pris. Dans l'enseignement public, c'est un petit peu plus complexe dans le sens que dans ces cas-là, il existe en fonction de l'adresse de domicile des parents à un lycée de secteur, qui est le lycée où l'élève sera affecté. Si les enseignements de spécialité choisis par l'élève ne sont pas dans son lycée de secteur, il faut demander une dérogation. Généralement, il y a assez de place pour cela, mais par contre, la notion d'option, donc d'enseignement optionnel, qui ne sont pas les 3 enseignements de spécialité obligatoires sur la voie générale et sur la voie technologique, permettent moins en établissement public d'avoir un autre établissement que celui de secteur de l'élève. Je sais pas si... Oui, alors, je vais vous parler de l'enseignement agricole. Donc, il ne se réduit pas à l'agriculture. Donc, souvent, c'est un secteur qui véhicule encore aujourd'hui une image peu valorisée chez les jeunes. Effectivement, si les jeunes ne s'orientent pas vers la production agricole et la transformation des produits agricoles, on aura des difficultés à nourrir les populations futures. Donc, cette perte d'attractivité de la filière agricole est quand même très préoccupante. Alors, il existe des enseignements spécifiques à la filière agricole, notamment l'éducation socio-culturelle. Elle est basée sur la communication, le montage de projets, notamment en lien avec le territoire,
l'analyse de l'image, l'analyse des médias, l'éducation artistique. L'enseignement agricole est aussi engagé dans la transition écologique à travers l'apprentissage de pratiques durables pour produire autrement et répondre aux nouvelles compétences. Il y a une dimension internationale puisque les élèves aussi peuvent partir en voyage d'études, des échanges entre jeunes des différents pays. Ils peuvent faire des stages à l'étranger dans les cadres de programmes Erasmus+. La plupart des établissements agricoles sont pourvus d'exploitations agricoles qui servent de support pédagogique. Donc, les élèves sont souvent sur le terrain, ils expérimentent des pratiques professionnelles, ils font des visites, des stages et s'occupent des productions et des animaux. Une bonne partie de l'emploi du temps aussi est en conditions d'exercice réel. Donc, ils font des travaux pratiques dans les exploitations liées à l'établissement. Et souvent, ce sont des établissements en dehors des villes, donc ils proposent un internat et qui peut répondre aussi aux attentes de certains élèves qui ont besoin d'un encadrement beaucoup plus, on va dire, resserré et strict pour leurs études. Donc, on a un taux d'insertion à 82% pour les bacs professionnels, 90% pour les brevets de techniciens supérieurs, donc c'est des diplômes à bac plus 2 agricoles, et aussi un très fort taux de poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, notamment les écoles vétérinaires et les écoles d'ingénieurs en agroéquipement et en agriculture, en agrologie. Donc, il existe une seconde générale et technologique et il existe aussi le bac général avec un enseignement spécifique biologie-écologie et le bac technologique STAV, donc que les élèves et les familles ne connaissent peut-être pas, mais ça se fait essentiellement dans des lycées agricoles. Voilà. Si mon enfant, pardon, veut être soigneur animalier, une seconde générale et technologique, ou plutôt professionnel, hein, sur du spécifique. Et, Tout dépend du c'est ça. profil de l'élève. Vraiment, on ne peut pas donner de conseils, on va dire, personnalisés pour l'orientation d'un élève qu'on ne connaît pas. On ne peut pas vous dire que la seconde générale et technologique est mieux pour cet élève. Le soigneur animalier, donc c'est une formation professionnelle. Donc, on peut se préparer directement après le bac ou bien le faire directement après enfin, le CAP, le bac pro. Donc, ça dépend. Il y a auxiliaire vétérinaire, il y a soigneur. Bon, tout dépend de la spécialité. C'est vraiment à creuser en fonction du projet de l'élève, s'il veut s'occuper d'animaux, est-ce que ce sont des réserves naturelles, des animaux sauvages, est-ce que c'est dans des zoos, est-ce que voilà, c'est auprès des vétérinaires. Il faut vraiment discuter du projet de l'élève et regarder vraiment quelle est l'orientation qui lui correspond le mieux en fonction de son profil. Comment parler d'orientation? Donc, je propose qu'on passe tout de suite à la diapo suivante. L'idée, c'est vraiment de s'interroger pour vous en tant que parent sur vos propres représentations, vos manières d'être, comment vous dites les choses, vos propres attentes par rapport à votre enfant. Et du coup, quel est votre rôle par rapport à l'orientation de votre enfant? Alors, je ne vais pas dire qu'on va enfoncer un petit peu des portes ouvertes ce soir, mais voilà, l'idée, ce qu'on va évoquer, c'est assez classique, si vous voulez, donner de l'estime, c'est-à-dire considérer son enfant en lui montrant qu'il a de la valeur, qu'il soit scolaire ou non, que l'enfant il développe un potentiel, qu'il a des compétences, et l'aider à en prendre conscience. Parce qu'aujourd'hui, souvent, l'élève, il se juge par rapport à ses résultats scolaires. Du coup, il a du mal à voir qu'il a pu développer dans d'autres activités hors scolaires ou personnelles des compétences qui lui seront utiles sur son parcours d'orientation et sur son parcours professionnel. Euh, c'est aussi développer l'estime de soi, c'est-à-dire montrer, hein, on va dans le même sens, montrer que dans différentes activités, il a été capable de faire des choses, l'élève, qu'il ne peut parfois pas faire en classe ou en cours. C'est aussi, du coup, comme on dit, mettre en confiance. C'est vraiment montrer le positif
Et montrer aussi, parce que parfois on peut avoir des aspirations pour son enfant, écouter les siennes d'aspiration, écouter vraiment ce qui l'anime, pour ce pourquoi il a envie de travailler, ce pourquoi il a envie de fournir un effort. Euh, donc tout ça, on est dans l'écoute constructive, dans le fait d'être authentique. On peut aussi parler des fameux réseaux sociaux, des écrans. On a l'impression du coup que les élèves, notamment au collège, sont beaucoup derrière ça et peut-être pas assez à travers sur leurs devoirs ou autres. L'idée, c'est vraiment de leur montrer que leur choix d'orientation, ils ont des capacités, ils ont des compétences, ils ont aussi à se confronter aux principes de réalité et à la vraie vie, ce qui n'est pas toujours le cas des écrans et des réseaux sociaux qu'ils suivent. Et puis, l'important, on va le voir après, c'est vraiment aussi la notion du temps, accorder du temps. Et la difficulté en orientation, c'est que le temps d'orientation, le temps du système scolaire, le temps de l'adulte parent et le temps de l'adolescent ne sont pas du tout les mêmes. Et l'adolescent a un temps de maturation, de réflexion ou même un temps dans sa vie au quotidien différent. Donc soit il est dans l'immédiateté, mais souvent dans la construction de son projet d'orientation, il est dans un temps beaucoup plus long et parfois l'élève a besoin de s'accorder une pause ou d'essayer quelque chose avant de vraiment trouver ce pourquoi il est fait, si je peux le dire ainsi, ce qui, en tout cas, ce qui lui plaît, ce qui lui correspond d'un point de vue formation et professionnel. Et donc, c'est dans toute cette écoute, dans le fait d'accompagner son enfant, dans le fait de lui faire confiance, euh, dans le fait de croire en lui et puis d'accepter que peut-être l'enfant ne sait pas ce qu'il veut faire, qu'il tâtonne, qu'il a envie de plein de choses ou qu'il a envie de rien, qu'il ne soit pas très scolaire ou qu'il le soit beaucoup. Et bien que c'est lui et lui montrer tous ses potentiels et ben, il a le temps de définir un métier qui pourra lui plaire, il a le temps de trouver vraiment ce qui lui correspond, il peut tâtonner et, euh, et tout ça en l'accompagnant, en lui faisant confiance. Alors, voilà, bien sûr, il faut éviter les propos négatifs ou les trop grandes projections de ce qu'on souhaite soi et qui ne correspondent pas à l'enfant. Hein, on a toujours rêvé que son enfant fasse telle ou telle chose alors que ce n'est pas le rêve de l'enfant. Donc ça, c'est peut-être un peu caricatural, mais parfois, on a quand même des projections qui existent. Mais vraiment, voilà, c'est la manière de parler, d'accompagner en tout cas et de parler d'orientation. Donc c'est un petit peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire que il y a la notion de maturation. L'adolescent, il est au-delà de son changement physique, hormonal, de sa découverte d'une vie avec plus de liberté. Et ben, il a besoin de tout ce temps par rapport à son développement personnel, par rapport à savoir qui il est, pour savoir quoi choisir plus tard. Et puis qu'il soit donc cette fameuse écoute également hein, sur vos propres représentations, sur les siennes, sur peut-être ses ambitions, toutes les limites, toutes les peurs qu'il se met, tout ce peut-être pour lequel il ne se croit pas capable de faire. Donc, accueillir ses inquiétudes, ses doutes, mais en même temps lui montrer tout ce qu'il a été capable de faire jusqu'à présent, tout ce qu'il a mis en œuvre à l'école ou en dehors de l'école, et puis les inciter à être curieux, à s'engager, en tout cas à trouver du sens à ce qu'ils font scolairement, à trouver du sens à leur projet d'orientation. Ça, c'est vraiment important. Je crois que quand ça parle à l'élève, quand ça éveille quelque chose pour lui, quand ça a du sens, vraiment, l'élève est capable de fournir tous les efforts nécessaires pour accéder, même si c'est difficile parfois, même s'il est tout juste par rapport à un niveau de formation futur, il est capable de se projeter et du coup de se donner les moyens d'aller vers ce quoi il tend. Et puis, bah, il y a quand même, bien sûr, le principe de réalité. J'en parlais tout à l'heure par rapport aux écrans et réseaux sociaux. C'est de comprendre les enjeux de l'année, donc un petit peu tous les moments où on va parler
Alors, pas trop d'affectation en établissement privé, mais en même temps de décision des conseils de classe, décision, voilà, qu'il y a des échéances, qu'il faut réussir certaines choses, qu'il faut avoir le droit de passer dans l'année en seconde professionnelle ou en seconde générale technologique. Mais en même temps, c'est ouvrir des perspectives, encourager, renforcer la confiance en l'avenir, ce qui peut peut-être être parfois difficile dans notre monde d'aujourd'hui, mais montrer qu'il y a du beau, montrer qu'il y a de l'entraide, montrer que voilà, les choses se font à tous les niveaux. Alors, on pourrait en parler pendant très longtemps. Peut-être le plus simple, c'est de répondre aux questions, puisqu'il y en avait déjà avant sur ce sujet-là, qui est un vaste sujet. Pardon, une question par rapport au stage. Justement, vous dites que voilà, l'idée c'est de s'ouvrir le champ des possibles. Est-ce qu'il est possible de faire plus de stages que la semaine de stage qui est proposée lors de la classe de troisième? Est-ce Bah, déjà, que oui, il y a déjà maintenant 15 jours de stage proposés à la fin de la seconde générale et technologique, hein. De mémoire, là, c'est du 15 au 27 juin cette année. Je ne suis pas sûre des dates, hein, mais je dois pas en être trop loin. Donc aujourd'hui, il y a un stage qui existe à la fin de la seconde. En voie professionnelle, il y a des stages sur toutes les années, hein, de seconde professionnelle, de première année de CAP. Et bien sûr, l'élève qui aurait un doute peut demander sur une période de vacances scolaires ou sur un temps parfois vendredi, samedi ou lundi, mardi, voilà, de faire encore quelques jours de stage. C'est à demander à l'établissement pour fournir une convention de stage, mais généralement, les établissements sont plutôt favorables à ce genre d'initiative qui permet à l'élève d'asseoir, de confirmer ou d'infirmer un projet professionnel. on a quelques questions autour du dossier passerelle. Oui, alors il faudrait peut-être préciser. Eh ben alors, comment vous faire un dossier passerelle? Voilà les questions qui sont tombées. Elles sont quelques-unes. Et voilà, je vous laisse y Ben, répondre. Je pense que c'est oui, plus s'il y avait peut-être un désaccord entre l'établissement et la famille. Enfin, pas forcément. En fait, Mm. le dossier passerelle, c'est surtout pour les élèves qui se trouvent être, se sentir pas à leur place, en fait. Se De sentent en réorienter. difficulté, ils ont besoin d'une autre orientation. Voilà. Et donc, un élève qui soit en seconde générale et technologique ou en seconde professionnelle peut faire un dossier passerelle pour aller vers une autre voie. La passerelle, c'est d'une voie à l'autre. Donc, inversement, générale et technologique ou professionnelle. Et donc, c'est d'abord en parler au professeur principal, qu'il y a un entretien avec l'élève, sa famille et le professeur principal. Ensuite, donc, le professeur principal voit avec le chef d'établissement ou le personnel de direction qui s'occupe du niveau et donc peut à ce moment-là mettre en place le plus souvent une période d'immersion dans la filière où l'élève souhaite se réorienter. Et ensuite, en fonction du profil de l'élève, si son profil correspond et voilà les capacités, les compétences attendues pour qu'il puisse se réorienter, mettre en place donc au niveau, de l'académie, puisqu'il y aura une réaffectation en fait pour les élèves qui souhaitent se réorienter pour qu'il intègre, une autre, voie d'orientation, une autre filière et cetera. Mais c'est vraiment au cas par cas. Donc, il y a Mm. vraiment un dialogue qui doit se mener avec le professeur principal et aussi l'élève peut rencontrer une psy-EN ou un psy-EN, un psychologue de l'éducation nationale, pour, par exemple, faire des questionnaires d'intérêt, des tests, un bilan d'orientation et avec tout ça, on peut très bien voir que voilà, l'élève n'est pas à sa place et a besoin de changer d'orientation. Et justement, pour rebondir par rapport au test et au bilan, j'ai mon enfant qui est en troisième, il ne sait absolument pas ce qu'il veut faire. Est-ce que vous avez des outils à l'ONICEP à nous proposer en ce sens ou aller chercher les informations pour l'aider justement quand il est plutôt bon en tout? Comment faire vraiment pour l'aider, pour qu'il réussisse au mieux son orientation en seconde? Alors, souvent, les élèves ne savent pas, hein, quoi faire. C'est rare des élèves qui ont Mm. déjà un projet tout ficelé et qui savent déjà le métier qu'ils vont faire plus tard. Mais il a peut-être des intérêts, des goûts, donc tout cet accompagnement est possible, donc que ce soit en troisième ou en seconde. Donc avec la nouvelle plateforme à venir que
donc qui est disponible pour tous les élèves, hein, que ce soit de l'enseignement public ou privé. Les élèves ont des outils disponibles pour tester leur centre d'intérêt. Donc, ils vont pouvoir découvrir des métiers au collège, avec plus de 90 métiers qui sont à découvrir au collège, des secteurs professionnels, et puis tous les dispositifs dont j'ai parlé en début de présentation. Donc, les visites d'entreprise, les journées portes ouvertes, les salons d'orientation, les forums des métiers, tous ces dispositifs amènent aussi permettent à l'élève d'élaborer ses choix d'orientation. Alors, il n'est pas obligé d'avoir un choix de métier précis. Il peut se dire, moi, j'ai envie de travailler, par exemple, à l'hôpital. On parle de secteur professionnel. J'ai envie de travailler avec les enfants, j'ai envie de m'occuper d'animaux, j'ai envie de faire du commerce. On n'est pas obligé d'avoir un projet bien ficelé dès la classe de troisième. Et puis, ça peut changer. Alors, un élève qui avait déjà un projet peut se dire finalement, je ne veux plus. C'est pas forcément un échec et se dire, ouh là là, maintenant, c'est la panique, tu ne sais plus ce que tu veux faire, il faut tout de suite trouver un autre projet. Non, l'élève peut très bien poursuivre sa scolarité, créer son parcours au lycée et découvrir d'autres enseignements comme les sciences économiques et sociales, dont Stéphanie nous en a parlé, les, les sciences numériques et technologiques, voilà, qui permettent aussi à l'élève au fur et à mesure de mûrir aussi, puisqu'on sort de l'enfance, on rentre dans l'adolescence et au fur et à mesure, on va vers l'âge adulte. Donc, en fonction des rencontres, en fonction des expériences de sa vie quotidienne, il va s'ouvrir aussi à d'autres perspectives, peut-être qu'il n'avait pas envisagées. J'ai une question par rapport justement au stage supplémentaire en période de vacances. Il a été dit à un parent qu'il devait avoir, enfin, qu'il fallait faire une convention de stage avec la CCI. Est-ce que vous confirmez? Est-ce qu'il y a un protocole quand il y a des Oui. stages hors période scolaire? Oui. Alors, Les parents. oui, alors généralement, effectivement, on conventionne avec la Chambre de commerce et d'industrie. Parce que si vous voulez, pendant les périodes de vacances scolaires, en toute logique, il n'y a pas de référent chef d'établissement ou autre dans l'établissement pour assurer sur la période de stage un lien entre l'élève, l'établissement et la famille pour l'entreprise. Et donc, c'est dans ces cas-là la Chambre de commerce et d'industrie qui, entre guillemets, se porte garant en termes un petit peu d'assurance, si vous voulez, pour permettre un lien entre l'entreprise et la famille de l'élève. Donc oui. Après, c'est un formulaire à prendre au niveau peut-être même du site de certaines CCI, ou en tout cas en contactant la CCI sans difficulté. Mais toujours en prévenant quand même le chef d'établissement, même si c'est dehors de la période scolaire. Nous avons aussi des questions autour des enfants à besoins éducatifs particuliers. Est-ce qu'il y a des dispositifs pour les accompagner justement sur le choix de l'orientation, voir comment ça se passe? Alors, Ils ont à peu près le même parcours hein, que oui, les autres élèves. Ils sont accompagnés peut-être plus étroitement avec la famille, puisqu'ils ont des besoins particuliers en fonction soit s'ils sont sportifs de haut niveau, de leur emploi du temps, s'il faut qu'ils choisissent un établissement proche d'un établissement sportif, un établissement de soins, s'ils sont en rééducation, par exemple. C'est vraiment au cas par cas. Donc, ils sont accompagnés par les enseignants et les chefs d'établissement. Donc, il y a des aménagements pour les d'examen. examens. Ils ont des tiers-temps, ils ont des Des possibilités scripteurs par voilà, moment, ils peuvent. d'ordinateurs, Voilà. etc., de matériel supplémentaire. Et ils ont des dispositifs aussi au lycée, donc pour les accompagner dans leurs besoins spécifiques. C'est vraiment au cas par cas. Mm. Ok. Il y a une question très pratico-pratique. Voilà, mon enfant, il est en troisième. Je remplis la feuille pour préparer le conseil de classe. Le conseil de classe donne son avis. Mais après, comment est orienté l'élève dans les lycées? Enfin, comment ça se passe concrètement? Est-ce que là, mon enfant est actuellement dans un collège privé? Est-ce qu'il peut intégrer un lycée public qui propose l'option que souhaite faire mon enfant. Voilà, comment ça se passe concrètement?
Alors, s'il veut intégrer un établissement public, il faut, dans ces cas-là, en prenant contact avec l'académie, hein, donc les DRAIO, le rectorat, ou en prenant contact avec le CIO, le centre d'information et d'orientation de la ville la plus proche ou du domicile de la famille, c'est-à-dire refaire une demande d'intégration en lycée public, ça, c'est pas tellement le problème, mais surtout d'affectation, c'est-à-dire qu'en lycée, en collège public, les familles font des vœux. Et là, on retrouve la notion de lycée de secteur dont je parlais tout à l'heure, ou de la demande de dérogation en fonction bon, ça c'est plutôt à la fin de la seconde, des enseignements de spécialité choisis. Et donc là, on est sur une notion d'affectation et c'est le lycée de secteur qui prime et le lycée de secteur est en fonction du domicile des parents. Après, au niveau des établissements privés, j'imagine que c'est des vœux également et surtout d'aller contacter l'établissement privé souhaité et de faire les démarches demandées par l'établissement. Merci. Alors, on nous pose des questions autour de la plateforme à venir. Je vais peut-être vous laisser expliquer quand même ce que c'est avec juste une petite information. Nous, au niveau de l'enseignement catholique, c'est en train de se déployer. Il y a quelques établissements qui le font déjà, mais ça arrive tout doucement dans notre réseau. D'ailleurs, j'invite les parents à aller voir. Il y a une capsule vidéo sur le site appel.fr justement autour de la plateforme à venir. On a interrogé un de vos collègues, Monsieur Canto, à ce sujet, puisqu'il en est il en a la responsabilité. C'est une chouette plateforme pour l'avoir vu. Franchement, c'est un bel outil. Mais voilà, sachez quand même, chers parents, que voilà, ça commence à se développer chez nous. Ça arrive, hein. Ça va vraiment se déployer. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur cette plateforme? Alors, la plateforme Avenir, c'est un outil numérique qui permet aux équipes éducatives d'accompagner les jeunes dans leur choix d'orientation, donc de la 5e à la terminale. Les élèves gardent une trace de leurs apprentissages, donc en fonction des activités qu'ils ont menées sur la plateforme Avenir, et à chaque niveau ont des objectifs annuels qu'ils peuvent atteindre pour développer justement la découverte des métiers et des formations pour ensuite créer chaque parcours de l'élève en fonction de ses souhaits, de ses goûts et de ses projets futurs. L'élève a un agenda où il peut regarder les activités qui lui sont proposées au niveau de l'établissement, au niveau de sa région et au niveau national. Donc, il y a des partenaires, donc comme des associations ou encore des établissements d'enseignement supérieur ou les régions qui proposent aussi des actions et des événements liés à l'orientation. Et puis, les élèves ont tous les outils dont on a parlé aussi, des outils comme Mon Projet Sup, qui permet de préparer les vœux sur Parcoursup pour les lycéens et les lycéennes, des outils qui permettent de découvrir les métiers et les secteurs professionnels, des outils qui permettent de créer un CV, une lettre de motivation, de se préparer à l'insertion professionnelle. Et puis, les élèves ont un portfolio, donc, où ils peuvent garder trace de tout ce qu'ils ont fait sur la plateforme Avenir et d'année en année, de compiler tout leur parcours d'orientation pour faire un choix éclairé le moment venu. Donc, les élèves ont un compte nominatif, ils se connectent avec leur compte et les enseignants peuvent aussi consulter l'avancée de l'élève pour toute la classe. Donc, les enseignants ont la visibilité sur le travail des élèves sur la plateforme Avenir. Non, mais je vais en parler donc dans la dernière partie ressources de l'ONICEP et ressources en général, en fait, tout ce qu'on vous propose, en parler de cette plateforme Avenir et notamment donc de l'espace aussi parent du site ONICEP. Sur le site ONICEP, donc là, je vous ai mis un lien ONICEP Avenir, je suis parent, où vous pourrez retrouver un replay de webinaire. Donc, c'est un webinaire qui a été organisé par l'ONICEP, qui donne aussi des éléments sur comment accompagner son enfant dans son orientation. Et puis, il y a aussi un guide des parents, donc vous pouvez retrouver en téléchargement. Vous pouvez regarder aussi des vidéos donc sur l'école expliquée aux parents dans différentes langues, et puis toutes les publications de l'ONICEP, dont le guide parent. Alors, pour toutes les aides, pour tous les accompagnements, les CIO, Centres d'information et d'orientation, sont disponibles
Ils sont ouverts à tout public, donc vous pouvez y aller, prendre rendez-vous avec votre enfant et vous pourrez donc avoir un entretien personnalisé avec un psychologue ou une psychologue de l'éducation nationale. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, donc n'hésitez pas à y aller. Alors pour les psychologues de l'éducation nationale, ils sont peut-être pas forcément en établissement privé, mais en tout cas, que vous soyez dans le privé ou dans le public, vous avez accès au CIO. Et la réponse donnée, enfin attendue, souvent quand on vient au CIO et qu'on a un entretien, personnalisé avec un psychologue, c'est, «Mon enfant ne sait pas, quoi faire, est-ce que vous pouvez lui trouver la meilleure orientation pour lui?» et cetera. Vous n'aurez pas une réponse, mais vous aurez des pistes, vous aurez des éléments de réflexion pour continuer la recherche et l'investigation avec votre enfant. Donc n'hésitez pas à aller déjà, ça permet déjà d'ouvrir un dialogue et puis comme je vous ai dit, il y a des questionnaires d'intérêt, des tests, d'orientation qui peuvent aussi aider. Et puis pour tous les parents qui n'auraient pas obtenu de réponse, au cours du webinaire, donc je vous invite à aller sur Mon orientation en ligne. Donc c'est un service de l'ONICEP avec des conseillers qui répondent à vos questions par mail, par chat ou par téléphone. Donc Mon orientation en ligne, c'est un service public, gratuit, ouvert à tous et qui fonctionne, donc 24 heures sur 24 puisque vous pouvez envoyer un mail. Lorsque vous avez un petit moment, vous envoyez un mail sur Mon orientation en ligne et puis vous aurez une réponse, quelque temps après, une réponse personnalisée. Donc ce sont des conseillers qui vont faire la recherche pour vous en fonction de si, par exemple, vous avez, une question sur les écoles d'ingénieurs, vous avez une question sur le métier de soigneur animalier et dans ce cas-là, vous aurez une réponse à votre question. Donc n'hésitez pas à y aller et à poser vos questions, et on se fera un plaisir donc de vous répondre. Merci beaucoup, mesdames, pour toutes ces informations. C'était très riche. Encore un grand merci. Alors, nous arrivons à la fin de ce webinaire consacré à l'orientation post-troisième. Nous espérons que les informations et les conseils partagés vous ont été utiles et vous aideront à accompagner vos enfants dans leur choix d'orientation. Je n'oublie pas dans les réseaux de l'appel aussi les services autour de l'orientation. On a des parents formés qui aident les autres parents, leurs pères, justement pour aider les parents dans l'orientation de leurs enfants. Au nom de l'appel, je tiens vraiment à remercier chaleureusement Mesdames Génaud et Le Seufel qui ont accepté d'animer avec moi ce webinaire pour leur expertise et leur disponibilité. Un grand merci à vous. Nous espérons que ce webinaire a permis de répondre à vos questions et de vous donner des clés pour mieux comprendre les enjeux de l'orientation post-troisième. Donc, n'hésitez pas à consulter les ressources mises à disposition par l'ONICEP, notamment leur site internet où vous trouverez de nombreuses informations et outils pour vous accompagner. Je pense que vous l'avez bien compris. L'appel reste à votre écoute pour toute question ou besoin d'accompagnement supplémentaire. Vous retrouverez sur le site de l'appel des capsules vidéo avec les témoignages d'un chargé de mission de l'enseignement catholique, d'un établissement collège, d'un professeur et d'un parent d'élèves pour continuer à vous aider à accompagner vos enfants, ainsi forcément le replay de ce webinaire. Nous vous remercions de votre participation. Nous vous souhaitons une excellente continuation dans l'accompagnement de votre enfant, une bonne chance au DNB, parce que ça compte aussi pour eux. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.